Bonjour. Alors aujourd'hui je vous présente de nouveau un kit Star Wars, qui est ni plus ni moins que le vaisseau de Boba Fett. Il va falloir s'habituer à l'appeler comme ça, puisque Disney, dans sa grande sagesse, a décidé que Slave One, même si c'est pour un chasseur de primes ultra célèbre dans la galaxie Star Wars, ça convenait pas, voilà, c'était pas bien. Ce que je peux comprendre, mais enfin bon, c'est un peu tardif. Il s'agit donc du Slave One, donc du vaisseau spatial de Boba Fett. La version que l'on voit en plus logiquement dans l'Empire contre-attaque et certainement pas dans l'attaque des clones. Le kit date de 2017. Ça fait bizarre de se dire qu'il a déjà 7 ans. Et il est au 1/144, une échelle que je suis prêt à suivre, pas les yeux fermés mais pas loin. Avec Bandai on laissait quand même un peu plus sérieux que chez Revell ou ailleurs. Une échelle d'ailleurs qui n'est pas anodine non plus, puisque c'était l'échelle à laquelle aussi, vers la fin de l'utilisation de la licence Star Wars, Fine Modes, qui était une boîte japonaise qui avait la licence Star Wars pour les maquettes, du moins au Japon, avait sorti des kits au 1/72 qui étaient superbes. Je vous ai présenté d'ailleurs le Slave One aussi bien de Jango Fett que de Boba Fett. Si vous ne l'avez pas vu, c'est par là. Et ils avaient sorti ensuite des versions au 1/144 comme ils avaient fait avec le Faucon Millennium, que je vous ai présenté également ici. Et donc en fait il y a eu des versions à 144 chez Fine Modes, aussi du Slave One, et j'étais quand même un peu étonné de voir que Bandai ait choisi de sortir exactement la même échelle ensuite pour ce Slave One, même si c'est pas du tout la même maquette et que logiquement tout est fait justement typiquement chez Bandai. A priori le kit est supposé se monter sans colle, se faire sans peinture, du moins c'est ce qu'on pourrait espérer. Je vous dis ça parce que tout simplement je savais ce que j'achetais. J'ai pris un lot, comme je vous l'ai dit, avec la vidéo de K2SO, le droïde de Rogue One que vous pouvez voir ici, que de liens mes aïeux. Donc du coup je savais à quoi m'attendre, et puis surtout j'ai forcément ouvert la boîte pour voir s'il y avait tout ce qu'il fallait une fois le produit livré. Et je vous avoue gros spoiler, je vous avoue que je suis un poil déçu. Reste que on a là quand même une boîte avec une superbe illustration. On voit bien que c'est effectivement le Slave One à son arrivée ou à son départ de la Cité des Nuages, donc dans l'Empire contre-attaque. Et donc dans, comment dirais-je, dire une pause, dans un point de vue qu'on voit assez rarement pour le Slave One. Moi j'aimais bien l'image qui avait été faite du Slave One, qui avait été peinte et qui était sur la maquette Airfix, donc logiquement MPC, AMT, ERTL, que j'avais eu quand j'étais tout jeune, enfin tout jeune, que j'étais adolescent, que je l'avais trouvé. Mais là ça change un petit peu, c'est franchement sympa. On a là ici des images du modèle, par contre là très clairement monté et peint, ici avec donc une démonstration de ce qu'est le stand qui permet de le tenir et qui en plus est ajustable. On voit qu'en plus il y a donc des lasers qui peuvent sortir. Vous voyez ici qu'il y a un autocollant avec des textes en différentes langues et qui indique clairement que c'est distribué par Revell Allemagne, j'allais dire, en Europe. Hop. Et là on continue sur des images timbre-poste tirées des films Star Wars, et là peut-être plus particulièrement de l'Empire contre-attaque, je dirais même l'édition spéciale du milieu des années 90. On voit qu'il y a du japonais et de l'anglais, ce qui n'était pas le cas de K2SO si je me rappelle bien. Et là vous voyez encore une fois le modèle monté et peint qui est absolument magnifique.
avec les détails qui sont indiqués pour le pilote qui est à l'intérieur du Slave One et qui peut être sur 2 positions, les lasers, les ailes qui sont amovibles, le fait qu'apparemment il y ait moyen d'ouvrir le Slave One peut-être comme dans le film, le fait qu'il y ait un Boba Fett assis ou un 144, ce qui est quand même pas bien grand, et un Han Solo toujours à la même échelle. Ici on peut choisir entre les autocollants ou les décalcomanies, et enfin il y a tout un tas de détails en dessous, et je crois que c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, mais c'est déjà pas mal, voilà. Et donc pour rappel, comme je l'avais dit pour K2SO, comme j'ai fait un lot avec le K2SO et le Slave One, eh bien c'est une maquette qui m'a coûté 25 €. Et je pense sincèrement que c'est un bon prix. Je ne vais pas m'amuser à essayer d'enlever l'autocollant sur la boîte pour voir quel était le prix japonais. Mais je pense sincèrement que c'est un bon prix. Et en plus c'est une maquette qui ne court pas les rues, même si ça a été distribué par Revell, par chez nous. Voilà. Et bah écoutez, il ne reste plus qu'à ouvrir la boîte. Alors voilà. Donc, on va peut-être commencer déjà par la notice. Et vous voyez que donc on a affaire à un kit qui était déjà monté. Heureusement, les décalcos et qu'une partie des autocollants ont été utilisés, et ça c'était ma condition sine qua non encore une fois, pour savoir si je le prenais ou non. Donc voilà, pas de surprise à ce niveau là, on va voir ça tout à l'heure de toute façon. Mais donc dans un premier temps, voyons la notice de montage. Alors très belle photo du modèle monté et peint, hein, qui ne démérite définitivement pas. Et qui pourrait très bien être le modèle de tournage. Ça c'est du beau. Là on a les pièces en présence, hein. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de pièces, et j'allais dire de petites pièces, parce que j'ai dû retrouver un certain nombre de pièces qui étaient cachées dans des grappes que j'ai pas spécialement gardées. Il fallait que je fasse vraiment attention à tout ça, parce qu'encore une fois c'est du 1,144 et c'est tout petit. Et là on notera d'ailleurs que ça s'ouvre, j'allais dire comme un leaflet normal, voilà, c'est pas un dépliant ni rien, ça c'est très agréable, je préfère ça quand même. Et on voit que l'étape 1 c'est de faire le cockpit, on l'avait deviné, avec mine de rien les sièges, les consoles et évidemment le pilote qui est tout seul, hein. Là il s'agit donc de Boba Fett, qui au 144 est vraiment pas tout grand du tout. Il n'est pas grand du tout, il est tout petit, pardon. Et voilà, donc en plus c'est de toute façon aussi un cockpit qui est supposé bouger. Alors là je vois pas d'articulation, je verrai ça une autre fois, mais il faudra que je me décide à voir si je le mets en position de vol ou en position d'atterrissage. Les deux sont possibles, mais il y a peut-être des choses à choisir au niveau de la position des pièces. Voilà. Et donc apparemment faut y aller, faut serrer un petit peu, faut pousser les choses. Et ensuite on a moi ce que j'appelle la semelle du vaisseau, avec donc là le dessous de la semelle, hein, voilà, avec tout un tas de pièces à ajouter, que ce soit j'allais dire le réacteur, mais c'est ça, les tuyaux, tout un tas de détails d'ailleurs qui prouvent que ce vaisseau, le Slave One, a été fait comme un kit bash, hein. C'est un kit bash de toute façon, avec des pièces qui me semblent être du Tornado. Enfin, j'ai reconnu un certain nombre de pièces très clairement. Je vous en avais déjà parlé avec l'excellent kit d'ailleurs au passage de Revell, qui était un Easy Kit Pocket, le petit Slave One, que j'ai fait il y a quelques temps quand même déjà. Et donc là j'apprécie aussi quand même que les moteurs ici soient d'une seule pièce, parce que chez Revell c'était en deux, et même si c'est pas problématique de coller et ensuite de poncer, là on n'a pas à le faire, donc c'est quand même bien agréable. Ensuite ici on a ce qu'ils appellent les ailes, qui sont articulées, et contrairement à d'autres kits que j'ai, on ne peut pas articuler les deux en même temps, faut bouger les deux séparément.
ce qui n'est pas une fonction qui existe dans les films a priori. Là, on a les supports justement pour les ailes et qui se mettent sur la carlingue. Et carlingue qu'on commence à monter ensuite, vous voyez, donc avec des pièces internes, etc. Voilà, et déjà des pièces, surtout optionnelles, que ce soit pour la position de vol ou la position d'atterrissage. Là, c'est pour la position de vol, très clairement. Et ensuite, logiquement, alors oui, il y a un truc qui est rigolo, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, les lasers sur les canons sont tellement petits qu'en fait, pour une fois, Bandai a choisi de faire des pièces transparentes, on verra ça tout à l'heure, avec les canons. Il faut peindre les canons, et c'est les lasers qui sortent, et on doit changer les canons pour avoir une version qui tire ou qui tire pas. Le socle, le stand a quand même ces petites pièces aussi attribuées. C'est même assez étrange qu'il y ait finalement qu'un quart de, j'allais dire, de cercle. Donc ça veut dire que si on met un autre Slave One à côté, j'imagine celui de Jango Fett, ça ne fait que finalement un demi-cercle. Mais bon, là il y a les réglages à faire sur le stand. On peut donc mettre l'autre pour peut-être mettre d'autres kits après tout, hein. C'est peut-être pour mettre d'autres vaisseaux. Et là sinon il y a la position donc d'atterrissage où il faut enlever visiblement donc la verrière et rabattre aussi les ailes autrement, pour repositionner aussi apparemment d'autres pièces ici qui sont pas les mêmes. Pareil pour effectivement comment dirais-je, la rampe d'accès du Slave One. C'est une rampe assez particulière qu'on voit beaucoup mieux d'ailleurs dans l'attaque des clones que dans l'Empire contre-attaque. Mais donc il y a des pièces différentes à placer ici ou là. Et apparemment, je sais pas pourquoi, il y aurait... Ah oui d'accord, comme ça dépasse un petit peu, il y a cette pièce là à mettre sur le stand pour que le Slave One ait la place de se poser, et il y a un petit B2New qui permet de tenir donc le Slave One en place, et il y a de quoi mettre aussi en lévitation ce brave Han Solo, hein, 144, qui est tout petit et qui doit se mettre quelque part. Là on a enfin des images couleurs avec les conseils pour la peinture, et contrairement à ce que je pensais, pas de décalco ni de facilité à faire, comme dirais-je, l'aspect écaillé, l'aspect vieilli de ce Slave One, qu'on a vu des vertes et des pas mûres, sans mauvais jeu de mots. Donc il va falloir faire ça soi-même, vous allez voir ça tout à l'heure. La maquette elle est bien jolie, mais en fait elle est aussi propre qu'un jouet. Voilà, donc ici ce qu'il faut faire pour Boba Fett et Han Solo, et donc comment utiliser les décalcos ou les autocollants, et le conseil de peinture. Voilà pour la notice, on va passer à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors je vais pas me compliquer la vie à vous mettre ça sur un plateau, parce que là de toute façon très clairement les choses à vous montrer sont beaucoup mieux dans cette boîte, et je risque pas de les perdre. Donc ça de toute façon on verra ça tout à l'heure très clairement, mais il y a des choses à voir et qui sont intéressantes et importantes. Donc là on a, comme je vous le disais, le Han Solo dans la carbonite, tout petit, vous voyez, c'est plus petit que mon ongle. On a les pièces optionnelles pour donc la rampe d'accès du Slave One quand il est en position d'atterrissage. Je vous parlais des lasers, ben voilà, vous voyez. Sinon, donc, vous avez les petites pièces pour mettre en position donc les ailes qui sont posées ou levées. Là, il y a quelques autocollants qui très clairement ont été utilisés. C'est pas bien grave, hein. L'important pour moi, c'est que les décalcomanie n'aient pas été utilisés, quoique il y en a beaucoup moins que je ne le pensais, beaucoup moins que je ne l'espérais. Et donc ça c'est une grosse déception pour moi. Sinon, hop,
Vous avez là une silhouette de Boba Fett et c'est bien dommage. Puisque donc les kits qui sont vendus au Japon font apparaître Boba Fett en figurine au 1,144. Mais là, il est tout plat. Voilà, il semblerait que c'est pour éviter des conflits d'intérêts entre Hasbro et Bandai pour les droits des figurines. Même si je ne pense pas que Hasbro ait des figurines de cette taille-là. Le stand, donc, on a ces machins-là qui s'enlèvent. Je ne sais pas si ça vaut le coup de les enlever. Je vais les laisser. Et donc, voilà. Vous remplacez ce qu'il y a là par ça. Et c'est bon. Vous pouvez le mettre de l'autre côté si vous voulez. Et donc, visiblement, ça, c'est pour cacher ici. Sinon, vous mettez le petit bitounio pour tenir le vaisseau. Et ça, c'est pour mettre dessus, évidemment. Je vais avoir du mal à l'enlever. C'est pour le faire tenir en position de vol. Alors justement, on va voir ce que donne donc ce vaisseau. On va voir ce que ça donne dans, j'allais dire les deux modes, mais il y a un peu de ça. Alors voilà. Je l'ai mis en position de vol, hein, très clairement. Il y a un truc que j'apprécie pas trop, que ce soit en position de vol ou en position d'atterrissage, c'est le fait que cette partie-là de la verrière ne tient pas. Voilà, alors je sais pas si quelque chose a été mal monté, mal mis à l'intérieur, je ne sais pas. Mais en attendant, la verrière tient vraiment très très mal. Mais donc vous voyez qu'ici, donc avec ces canons qui tirent et le socle qui rend son office et qui tient tout ça avec les petites pièces, etc. C'est quand même assez beau, il n'y a pas à dire. C'est très clairement une réussite. Voilà, et une fois peint, ça sera encore plus beau. Il est beaucoup plus gros, quoique, il faudra que je fasse une comparaison. Il est quand même déjà beaucoup plus précis, très clairement, que le kit Revell, donc l'Easy Kit Pocket. Et je vous laisse apprécier la qualité des détails ici. A priori, on peut même éclairer là ou là, si on veut. Il n'y a pas tout ce qu'il faut, mais quelqu'un qui est assez bricoleur pourra le faire, parce qu'en plus, il y a les pièces transparentes qui permettent ça. On voit donc, comme je vous le disais, que ça fait quand même franchement jouet. Les couleurs sont les bonnes, hein. Les couleurs sont les bonnes, mais il n'y a pas d'écage ni rien. Le vaisseau, il est neuf de chez neuf, il sort de l'usine. Et c'est pas le cachet qu'a d'habitude le Slave One. Donc je dirais que ma déception, elle se situe surtout là. Mais bon, donc voilà, ça c'est supposé tenir ici et ça tient, j'allais dire par l'opération du Saint-Esprit, mais c'est un peu ça. Voilà pour la position de vol. Je vais m'arranger pour vous montrer ça dans la position d'atterrissage, en espérant que les pièces optionnelles ne m'éclatent pas entre les mains. Alors, mes craintes étaient totalement justifiées. J'ai réussi à enlever cette pièce et celle-ci très facilement, même avec le peu d'ongles que j'ai. Et donc, on a là une ouverture qui correspond à ce qu'on voit dans les films. C'est vraiment très bien pensé. Puisqu'ils passent à côté, là, même s'ils sont tout petits, vous voyez que donc Han Solo dans la carbonite et Boba Fett, c'est bon, hein, c'est à la même échelle et c'est à l'échelle du vaisseau. Ça, on n'en aurait pas douté une seule seconde, mais c'est tout petit. Et Boba Fett, pas du tout en 2D, bel et bien en volume dans son cockpit, il est à sa place et il est dans la bonne position, et donc on peut effectivement tourner tout ça très simplement. Alors évidemment, tout à l'heure j'y arrivais, maintenant je n'y arrive plus, mais je l'ai fait tout à l'heure, donc ça ne pose aucun problème. Il y a juste donc cette verrière qui tient pas grand chose.
Et donc c'est très bien qu'ils aient pensé à faire les pistons pour lever ou descendre les ailes avec ces petits machins là, mais je trouve que ça rend le tout quand même beaucoup trop en fait fragile, et moi je m'y risquerais pas, donc il faut vraiment choisir un truc fixe une bonne fois pour toutes. Et donc de même que j'ai fait ce qu'il faut pour faire la piste là, mais sur mon petit socle tournant ça le ferait pas. Je finis donc sur une note encore plus positive. Moi j'adore le souci du détail chez Bandai, puisque vous avez ici un trou qui permet de faire tenir le Slave One sur son socle, et donc vous avez ça qui permet donc de rajouter les détails ici si besoin était, pour lui donner un air de de tête Olmec, comme dans les cités d'or, j'en ai déjà parlé aussi. Mais ça c'est quand même assez bien foutu, assez bien pensé. Et donc voilà. Mais même si ce kit est très bien, je veux pas trop insister là-dessus, mais pour moi la déception était grande. Je pensais qu'il y aurait des planches de décalco de fou pour permettre de faire l'écaillage exactement à l'identique du modèle de tournage. Ce n'est pas le cas. Il faudra, comme je l'ai fait sur les maquettes donc de Revell et d'AMTE RTL, il faudra que je revienne là-dessus et que je fasse moi-même la peinture. Mais moi ça me ravit. D'autres seront peut-être moins contents. Mais c'est quand même, encore une fois, une belle réussite de la part de Bandai pour un kit de Star Wars et pour un vaisseau iconique de Star Wars, donc du chasseur de primes le plus connu de l'univers Star Wars, à savoir Boba Fett. Voilà, donc écoutez, j'espère que la présentation de ce kit vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un autre kit Star Wars.